Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Trouillé et j'ai essayé de faire le mois dernier le challenge de la fantasy. Nous sommes le 1er juin aujourd'hui, donc le challenge est terminé et c'est donc l'heure de faire le bilan. J'ai déjà eu l'occasion dans une première vidéo de revenir sur 2 voire 3 lectures, je ne me souviens plus trop. Je ne sais pas si je vais réussir à vous afficher le lien ici ou là. Donc ne soyez pas choqués si je les évoque très très rapidement. Je vais passer plus de temps sur les lectures qui m'ont vraiment plu, qui m'ont passionné, parce qu'il y en a eu évidemment ce mois-ci, je vous rassure. Mais je vous l'annonce tout de suite, pour moi c'est déjà très 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 positif. J'avais un peu de mal cette année à me mettre dans la lecture, à me motiver, à me dire allez, prends un livre, lis. Je m'endormais en plus très très rapidement quand je faisais ça. Et là, ce mois-ci, ça m'a donné un vrai coup de fouet. Je suis pas un dingue des défis, franchement, que ce soit réussi ou pas, c'est vraiment pas grave. Je suis pas non plus un dingue des gros scores. Que je lise 5, 10, 30 livres, je m'en fiche un petit peu royalement. C'était plus le côté de ne plus avancer. Et ouais, en fait, ça m'a vraiment motivé de me dire, allez, là j'ai en tête 8 livres, je dois essayer d'en lire le maximum. Donc je me suis bien bougé et j'ai l'impression de garder à peu près ce rythme-là. Ça ne veut pas dire que je vais faire ça toute l'année, loin de là, mais quand même, je me suis levé ce matin, j'ai lu 50 pages, bam. Bon, après c'est dimanche et on est sur 4 jours fériés. Tous les cas, j'ai trouvé ça très chouette, je suis très très content. Donc on va faire ensemble le bilan. Vous allez voir qu'il y a de très très bonnes surprises. Donc je vous laisse avec mon générique et on se retrouve tout de suite après. J'ai profité de ce mois de la fantasy pour enfin lire un livre que j'avais acheté il y a quelques années et que je voulais lire, Dracula de Bram Stoker. Ce qui est assez fascinant avec ce livre, c'est qu'on a tous l'impression de le connaître, de l'avoir lu, de savoir ce qu'il y a dedans, et pourtant, j'ai quand même réussi à être surpris et à prendre un vrai plaisir à découvrir l'histoire telle qu'elle a été pensée par Bram Stoker. Les vampires n'ont pas été inventés par lui, les histoires de vampires existaient bien avant. Je pourrais vous évoquer Théophile Gautier, La morte amoureuse, qui reprend déjà des thèmes qu'on retrouve dans le roman. Mais Bram Stoker fait, j'allais dire, une grande synthèse, une grande construction pour construire un personnage qui va devenir véritablement iconique. Je parle bien du comte Dracula. Je me permets de vous faire quand même un résumé, parce que comme je vous le disais, on a tous l'impression de savoir, ouais, il y a des chauves-souris, ouais, c'est en Transylvanie, oui, il se transforme en je sais pas quoi. Ben, lisez-le. Vous serez vraiment agréablement surpris de voir à quel point on ne connaît qu'une partie, j'allais dire, de cette grande histoire. Dracula, c'est l'histoire d'abord d'un homme, Jonathan, qui est invité dans un mystérieux château en Transylvanie, reçu par le fameux comte Dracula, qui a besoin de conseils immobilier. Jonathan se rend très vite compte qu'il y a des choses un petit peu étranges dans ce château et tient un journal dans lequel il raconte tout cela en attendant de pouvoir retrouver sa femme Mina qu'il justement souhaite épouser. Tout part de cette histoire. Un jeune homme dans un château inconnu, seul avec le comte Dracula. Et évidemment, il n'arrive pas dans le château et il se met pas à crier « Oh là là, un vampire !» Il arrive dans le château et il se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs qui m'arrivent? Est-ce que j'invente? Est-ce que je suis fou? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Ou est-ce qu'il y a vraiment un truc très très étrange, voire démoniaque ?» Et c'est là que tout le fantastique commence à se mettre en place, que j'ai vraiment adoré. Chaque soir, on retrouve les fameuses lettres, les fameux écrits de Jonathan, dans lesquels il raconte sa journée, il revient dessus, il nous partage ses interrogations, il nous partage ce qu'il voit, il comprend à moitié les choses, le lecteur essaye de comprendre davantage, mais forcément il lui manque des éléments, et nous on a, je dirais, un avantage précieux, on connaît l'histoire. Mais je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place du lecteur de l'époque qui n'en connaît qu'une partie, qui sait que c'est peut-être une histoire de vampire, mais qui ne connaît pas encore exactement les pouvoirs, qui ne sait pas encore les limites de Dracula et de ce qu'il est capable de faire. Et vraiment, je me suis retrouvé très naïvement plongé dans cette histoire à suivre les pauvres aventures de Jonathan.
Là où l'auteur fait très fort, c'est que l'histoire est en deux parties. Et il joue sur le fantastique de deux manières. D'abord, on a Jonathan qui explore la maison et qui découvre le conte. Puis on a la deuxième partie, avec une multitude, cette fois-ci, de personnages qui échangent des lettres, qui discutent et qui partagent sur différents cas très 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 étranges. On a Mina, justement, sans nouvelles de Jonathan, qui se pose de plus en plus de questions. Surtout que son amie Lucie elle-même commence à avoir une attitude étrange, à des crises de somnambulisme, et elle s'interroge sur l'attitude de sa jeune amie qui n'attend qu'une chose pourtant, c'est de se marier. On a aussi un médecin, un grand psychologue, qui a un nouveau patient très étrange, qui ne cesse de réclamer des chatons et des mouches. On a d'autres histoires tout aussi farfelues comme un bateau, arrivé quasiment de nulle part, avec à son bord un seul cadavre, celui du capitaine, et un chien qui se serait enfui, qu'on personne n'arrive à retrouver. Et au départ, on a vraiment beaucoup de mal à faire le lien entre ces différentes histoires avant de comprendre ce qu'il en est véritablement. Et c'est une autre forme du fantastique, de voir dans ces lettres des informations, de recouper, d'essayer de comprendre. Vous l'avez compris, j'ai véritablement adoré cette lecture. J'ai adoré retrouver des personnages que je croyais connaître comme Dracula ou encore le fameux professeur Van Helsing qui sait plus que tout le monde, qui est extraordinaire et que j'ai tellement apprécié voir dans sa logique froide, calculatrice. C'est vraiment un homme qui est là pour dire on va abattre une créature, je vais vous expliquer comment faire et je suis prêt à tout pour y arriver. L'ambiance, elle est vraiment effrayante. Voilà, moi je l'ai trouvé en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des scènes, que ce soit dans le château, que ce soit dans l'asile, que ce soit à travers les récits de Mina ou de Lucie d'ailleurs, il y a une ambiance très lourde, très pesante, aussi je dirais liée au style et la manière de raconter qui est assez extraordinaire, vraiment. C'est une traduction, moi je ne l'ai pas lu en anglais, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très riche, très beau, très bien écrit, et avec une forme, j'allais dire, de lourdeur, d'hésitation, d'angoisse qui font que on se prend à l'histoire. Bonne surprise aussi, il y a des personnages féminins qui ne sont pas que liés au rôle de victime. Dracula, c'est avant tout un séducteur. D'ailleurs, il y a toute une espèce de métaphore un petit peu ambiguë autour du personnage de Dracula, qui est une créature démoniaque qui va vous obliger à trahir vos convictions, votre moralité, à renier votre Dieu. Lucie, Mina, ce sont des femmes mariées, ce sont des femmes qui aiment, et pourtant elles sont sous l'emprise d'un démon qui essaie de les pousser à tourner le dos à leurs vertus, à leurs valeurs. Mais elles ne sont pas que ça dans le roman. Évidemment que c'est aussi une métaphore, j'allais dire, de la corruption, du diable, mais et que si vous avez lu Twilight, je vous conseille de lire Dracula pour comprendre d'où vient justement l'origine du vampire tant que créature séductrice. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que Lucie est une Lucie est une femme victime. Et encore que je trouve qu'elle a une forme de courage extraordinaire. Mais Mina n'est pas que victime, elle est vraiment active dans le roman. Elle prend part à l'enquête, elle est vraiment extraordinaire. Et beaucoup de personnages louent ses compétences, louent ses qualités et reconnaissent en elle une véritable force qui force l'admiration. On est dans un livre de son époque avec vraiment les hommes et les femmes, mais je trouve quand même qu'il y a un côté très 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 progressiste là-dedans. En tout cas, j'ai été vraiment très surpris par le personnage de Mina que j'ai adoré du début jusqu'à la fin et qui pour moi a un rôle extrêmement important. Vous l'avez compris, j'ai pris un très 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 grand plaisir à découvrir Dracula, à redécouvrir des personnages que je croyais connaître et je ne peux que vous le conseiller vraiment. Ne soyez pas effrayés par le nombre de pages, les lettres sont assez courtes, le découpage fait qu'on progresse vraiment vraiment rapidement. C'est peut-être un seul point négatif, non allez j'en ai deux, je le fais très rapidement. On se rend compte que le roman épistolaire c'est pour de faux, c'est-à-dire que les lettres font 10-20 pages et racontent des histoires vraiment trop précises, des dialogues entiers. Voilà, au bout d'un moment on se rend compte que l'auteur ne savait plus trop comment gérer cette histoire de lettres. Donc il a continué ainsi, mais ce sont plus des lettres. En tout cas, moi en tant que lecteur, c'était vraiment le point de vue d'un personnage au moment même où ça se produisait. Autre point qui n'est pas forcément une critique, mais Dracula, on a souvent, en tout cas moi j'avais une vision de lui comme un personnage extrêmement puissant,
extrêmement dangereux. Le livre montre cela, montre ses capacités, il est capable de contrôler le temps, les animaux, d'hypnotiser, de se transformer en chauve-souris, il est immortel, il peut rajeunir, il peut passer à travers n'importe quoi, il peut devenir extrêmement fin, bref, il est tout puissant. Et en même temps, le livre insiste là-dessus aussi sur une forme sous sa faiblesse. Ses points faibles, mais aussi sur sa malédiction. C'est un personnage qui est dans une souffrance. Et finalement, il apparaît comme très très faible par moments, voire pathétique, voire ridicule. Et ça m'a un peu surpris. Surtout que moi, je m'attendais à un combat presque de jeu vidéo où lui, il est là, il en attrape un, il le lance, ils reviennent à la charge avec des pieux, un truc Buffy contre les vampires. C'était pas exactement ça. Voilà, c'est pas exactement ça. Moi, je vous laisse le découvrir, je vous laisse apprécier, je vous laisse lire et me dire ce que vous en avez pensé de Dracula. Alors là, c'est le moment où vous vous dites, une fois de plus, mais il est fou, mais il est fou, mais il est fou. Je devais lire de l'Urban Fantasy et vous m'avez fait plein de recommandations. Je les ai notées et franchement, j'aimerais bien jeter un coup d'œil là-dessus, mais j'ai eu un problème immédiat. Qu'est-ce que j'achète ? J'étais pas forcément très très chaud à acheter des gros bouquins, sachant en plus que les livres, j'ai du mal à les lire sous un format qui ne soit pas un format numérique, que j'étais déjà dans une lecture numérique et je ne savais pas trop comment faire, matcher les deux. À ce moment-là, Audible débarque et me dit « Mais moi j'ai des lectures gratuites à te proposer. » Alors je regarde Les Misérables, ouais, Moby Dick, ouais, Hadès et Perséphone. Et là, je me dis, attends une minute. Hadès et Perséphone, ça se passe dans un monde proche du nôtre. C'est en plus de la romantaisie, c'est de la dark romance. Est-ce que ce serait pas intéressant d'explorer, de découvrir un grand succès du moment ? Et donc, Trouillet a lu pour vous Hadès et Perséphone. Mamma mia, comme disent les Italiens, je crois. Alors, première chose, Urban Fantasy, oui et non. Urban Fantasy dans le sens où c'est un monde qui est quasiment le nôtre. Il y a des boîtes de nuit, il y a des voitures, des téléphones portables, il y a des ordinateurs, il y a un équivalent de Edoui Plenel. Donc, ok pour l'Urban Fantasy, pourquoi pas, mais ça reste quand même un univers qui n'est pas le nôtre. Et je trouvais que c'était un peu, limite en fait. Puisque tout le principe d'Hadès et Perséphone, c'est un monde actuel, à peu près 2025, faut l'imaginer, mais avec des dieux grecs un peu partout qui utilisent de leur pouvoir pour avoir tous des entreprises. Donc faut imaginer Elon Musk, Dionysos, Donald Trump, je ne sais pas quel dieu ridicule, vous lui donnez ce que vous voulez, Bernard Arnault, pareil, Apollon, voilà. Ce sont des dieux, ils font du business. Et nous, on suit les aventures de Perséphone qui elle se cache en tant que déesse. Personne ne sait qu'elle est une déesse parce que sa mère lui a toujours dit « Tu dois cacher ça aux autres ». Elle ne sait pas trop pourquoi, mais elle a dit « Ok, pas de problème, maman, je fais comme tu me dis ». Donc elle se cache, elle ne veut pas révéler que c'est une déesse. Mais un soir, elle décide d'aller dans la boîte de nuit de Hadès. Or, sa mère lui a toujours dit « Ne t'approche jamais de Hadès ». Elle dit je sais pas trop si j'ai raison ou pas de désobéir à ma mère. Finalement, elle se dispute, elle dit bon allez, la daronne, j'en ai rien à faire, je vais en boîte de nuit, je vais m'éclater. Elle met à peine un pied en boîte de nuit qu'elle rencontre Hadès et qu'Hadès lui propose un pari. Et évidemment, là encore, sa mère lui a dit ne fais jamais de pari avec Hadès. Elle fait donc un pari avec Hadès, elle perd le pari et Hadès l'oblige à venir 6 mois en enfer avec un défi. Elle doit créer la vie. Si elle n'arrive pas à créer la vie, je crois qu'elle reste à jamais enfermée, sachant que pauvre Perséphone, certes c'est une déesse, mais elle n'a aucun pouvoir. Elle ne sait pas comment elle va pouvoir créer la vie en enfer. Et voilà que débute cette histoire, qui reprend donc le mythe d'Hadès et Perséphone, mais sous un angle de dark romance. Qu'est-ce que j'ai lu ? Moi, je suis quelqu'un de très curieux. Moi, je suis quelqu'un qui a envie de savoir, de comprendre, de connaître ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui plaît. Sachant en plus que beaucoup de jeunes et de jeunes filles lisent Hadès et Perséphone. Je l'ai vu énormément en librairie.
Et j'avais envie de découvrir un petit peu de quoi ça pouvait parler, comment ça pouvait parler. Premier problème, je comprends pas trop à qui s'adresse ce livre. C'est-à-dire, pour moi, c'est clairement un livre adressé à des adultes. Vu les scènes de crac-crac, vu les histoires olé olé, je n'imagine pas ce livre pensé, écrit pour des jeunes filles de lycée. Et en même temps, quand on lit Hadès et Perséphone, pour moi, Perséphone n'a clairement pas l'âge qu'elle est censée avoir. Elle est censée être à la fac. Et pour moi, c'est une fac qui est une vision fantasmée de la fac, comme rêvent les jeunes filles. C'est-à-dire, on la voit quasiment jamais en cours, elle ne bosse quasiment jamais, elle décroche, mais vraiment, mais comme ça en 2 secondes, un stage de rêve chez un journaliste qui lui dit en gros Perséphone, ici c'est du plaisir avant tout, donc tu écris sur ce que tu veux et tu n'es jamais surveillé. Voilà, et en gros elle a un sujet d'article, c'est Hadès, et elle ne fait rien d'autre. Et je trouve qu'il y a une vraie ambiguïté sur ce personnage de Perséphone. Pareil, sa mère, elle est super protectrice, alors elle ne vit même pas ensemble, hein, Déméter et Perséphone. Perséphone, elle est en coloc avec sa copine, etc. Et pourtant, il y a toujours ce côté « Oh, ma mère m'empêche de faire ce que je veux faire, elle m'empêche de sortir en boîte de nuit, elle m'empêche de m'amuser, j'ai envie de vivre ma liberté, etc. » Dernier point, Perséphone n'a jamais eu d'aventure amoureuse, elle ne connaît pas du tout ça, et pour moi, je réunis ces 3 points-là. Perséphone est une lycéenne, c'est clairement pas une jeune fille qui a 22, 23 ou 21 ans, j'en sais rien. Éventuellement, on pourrait lui donner quoi, 19 ans, 20 ans, mais je trouve que pour moi, dans ce personnage-là, c'est vraiment un personnage effectivement fait pour des jeunes filles entre, je dirais, 15 et 20 ans. Problème, je trouve que la manière dont les scènes de crac-crac se passent sont toutes assez problématiques. D'abord, c'est pas un amour très, j'allais dire, très sensuel, très délicat, c'est tout de suite très immédiat. Il y a peu de place à la poésie ou à la romance. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais c'est toi, Trouillet, qui est sensible. Quand même, quand même. Moi, je trouve ça un peu ridicule de toujours décrire l'homme comme un étalon extraordinaire qui arrive à faire jouir de 1000 façons la jeune fille qui découvre cela et qui dit « Oh non, il va pas mettre sa langue dans tel endroit. Oh, il a découvert immédiatement mon point G, je n'en peux plus et je crie et oh mon Dieu. » Vous avez des phrases comme « Il la remplissait parfaitement. » Et attendez, c'est des hommes ou des Legos là, enfin je... et tout ne tourne quasiment qu'autour que de ça. Vraiment, si ça c'est pas du slow burn, hein. Franchement, les personnages très très vite commencent à jouer de manière assez explicite ensemble. On comprend jamais pourquoi ils finissent ensemble. Enfin moi je trouve, je comprends pas la personnalité d'Hadès, je comprends pas la personnalité de Perséphone. Hadès c'est juste un gars sombre et c'est tout. Il a pas de passion, il a pas d'intérêt, il a rien, on le décrit quasiment à peine, on sait juste qu'il a une voix, j'allais dire poivre et sel, non, il a une voix d'épice. Bon, et Perséphone, ben pareil, je trouve qu'elle est creuse, elle est vide, ça pourrait être n'importe qui. Et donc moi je comprends pas, j'arrive pas à comprendre ce couple, j'arrive pas à comprendre ce qui les caractérise, ce qui les pousse à être inévitablement ensemble, parce que pareil, c'est une évidence dès le début. Elle rentre dans la boîte de nuit, elle vous dit « Ouais mais il est trop beau lui !» Et ça y est, enfin voilà, c'est ça, elle est déjà sous le charme dès le départ, on sait pas pourquoi, et c'est ça l'histoire. Donc en fait c'est... On invente des problèmes, moi j'ai trouvé qu'on inventait des problèmes, et entre ces problèmes, plein de scènes de crac-crac, plein de scènes olé olé, que j'ai trouvé honnêtement nullissimes, vraiment nullissimes. Je suis peut-être très dur, vous avez peut-être adoré, vous avez le droit de me le dire, et vous avez entièrement le droit de m'insulter, moi j'adore, enfin je veux dire, on est là pour du débat, et c'est super intéressant, mais moi j'ai trouvé ces scènes-là, en fait, elles ne peuvent marcher que sur des esprits jeunes, je trouve. C'est mon point de vue, hein, mais... N'importe qui a un petit peu d'expérience ne peut pas être, j'allais dire, excité, dirons-nous, par ces scènes-là. En fait, on est obligé de rire. Pour moi, c'est un peu, comment dire, du porno très mal fait. C'est-à-dire que déjà dans le porno, il y a une forme d'exagération où on est en train de se dire ouais, qu'est-ce qui se passe là ils essaient d'avoir 20 en acrogym ou quoi. Mais alors là, je sais pas. Moi, je trouvais que ça ne marchait pas du tout, du tout, du tout. Est-ce que je regrette? Non, parce que ça m'a quand même fait bien rire, honnêtement. Je dois vous dire, je suis en train de
lire le tome 2. Parce que j'étais un peu curieux sur les commentaires. Tout le monde disait « Waouh, le tome 2, je suis furieux, je suis pas content et tout. » Et du coup, je voulais trop savoir en fait ce qui se passait dans le tome 2. Bon, on en parlera plus tard, mais ça n'a pas été un grand coup de cœur. Et non, je ne suis pas désormais amoureux d'Hadès, je suis désolé de vous le dire. Ni de Perséphone d'ailleurs. On ne commentera pas d'ailleurs l'idée que Perséphone est censé avoir 20 ans et qu'Hadès est un dieu immortel qui existe depuis 2000 ans. Ça, on n'en parlera pas. D'ailleurs, ce n'est jamais quasiment abordé dans le roman. Et dernier point, Hadès apparaît tout de suite comme personnage problématique, contrôle fric, manipulateur, très froid, à donner des ordres, et ce n'est quasiment jamais remis en question. C'est plutôt Perséphone qui se montre un petit peu plus dur, plus difficile, qui arrive finalement à le faire céder sur certains points, mais à côté de ça, il passe son temps à lui dire des choses comme Perséphone, dis-moi que je suis ton premier, dis-moi qu'il n'y a que moi dans ta vie, dis-moi que tu n'aimeras que moi, dis-moi que tu es entièrement à moi. Et elle est là, oui. Et il n'y a que ça, hein. Il n'y a pas de, comment dire, lui c'est jamais un « Oh bébé, je t'aime, t'es la plus belle », c'est toujours juste Allez, Perséphone, fais-moi plaisir ». Vrai dernier point, l'audio m'a fait mourir de rire parce qu'au début j'ai cru que c'était l'intelligence artificielle. La lectrice a une voix très très jolie, mais sa manière de lire, c'était, j'allais dire presque, j'ai l'impression d'avoir Dora l'exploratrice. Perséphone rentrait dans sa chambre. Elle trouva sur son lit un téléphone portable. Sur ce téléphone portable se trouvait un message d'Hadès. Ce dernier n'était pas content. Il lui expliquait qu'elle n'avait pas à se comporter ainsi. Perséphone croisa les bras d'un air boudeur. Voilà, c'était ça pendant 10 heures. Livre suivant, où vous voulez encore un petit peu de smut. Honnêtement, quand je disais un peu de smut, ce n'est qu'à moitié une blague, même si honnêtement je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire smut. Mais bon bref, parce que Trouillet a lu le tome 2 de Prince captif. Et, oh my god, une pépite... Pardon. Non, Trouillet a lu Prince captif, tome 2, et Trouillet a adoré Prince captif, tome 2. Mais vraiment, vraiment, quand je dis adoré, je l'ai dévoré. J'ai détesté le tome 1. Oh, j'ai détesté plutôt la première partie du tome 1 que j'ai trouvé horrible, mais vraiment horrible et très très mal écrite parce que je voyais ce que voulait faire l'autrice, c'est-à-dire nous montrer, nous construire un personnage de Laurent comme un personnage affreux afin de créer le pire ennemi to l'Udverse et se dire que les personnages ne pourront jamais être ensemble. Là-dessus, c'était très fort, mais c'était trop mal fait dans le sens où moi ça m'a dégoûté la lecture 1, 2, 3, 4 fois et je le vois très souvent que ça a dégoûté un nombre incalculable de lecteurs et de lectrices et si ton livre fait ça, c'est pas bon, ça ne marche pas. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire, en tout cas il fallait en trouver une. Si au bout de 20 pages on se dit « Ah non mais c'est horrible, qu'est-ce que c'est que ça ?» et on arrête, voilà, le but c'est quand même qu'on lise jusqu'au bout. Quand on se concentre enfin sur la relation entre Laurent et Damon, vous savez, pendant longtemps je disais que j'étais pas spécialement un grand fan de romance, que je n'aimais pas trop ça, ou que ça m'intéressait pas beaucoup. C'est parce que j'avais pas forcément lu de la très bonne romance. Et maintenant, vraiment, je le dis, je comprends parfaitement pourquoi tout le monde adore Prince captif. Mais vraiment, je comprends vraiment pourquoi c'est un grand succès. Vous allez rire, hein, parce que d'ailleurs ça, c'est une édition qui est super vieille, je pense qu'elle a 10 ans, je ne sais plus, j'avais regardé ça, mais ça vous pourrez jamais le retrouver, hein. C'est un collector, je vous le vends si vous voulez à un prix extraordinaire, non je plaisante, je vous le vendrai pas, mais donc ça veut dire que ça faisait 10 ans que c'était dans ma bibliothèque et je l'ai enfin lu, et franchement, quel plaisir. Dans ce tome 2, on explore véritablement la relation entre Laurent et Damon. Donc si vous avez souffert, si vous avez été dégoûté, si vous avez trouvé horrible le tome 1, franchement, accrochez-vous. Ou sautez les premières parties, vraiment, à la limite, faites ça. Et allez vers la fin du tome 1, allez vers le début du tome 2. Alors vous allez sûrement manquer, et ça c'est un petit peu dommage, des éléments de la personnalité de Laurent qui sont essentiels. Parce que c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que on découvre,
comment dire, on comprend davantage que le personnage principal. Damen est un personnage assez naïf, il le dit régulièrement, ça revient très souvent, et nous on comprend des choses, on comprend en fait le problème de Laurent bien avant Damen, on comprend les doubles discours, on comprend on comprend le double sens de certaines paroles, et c'est un vrai plaisir, vraiment, de décoder tout ça, de mener un peu l'enquête et de se dire oh mais oui, oh mais oui, oh mais oui. Donc je suis dithyrambique là-dessus, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était une très 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 bonne romance. Pourquoi ? Parce qu'ils se détestent, on part du principe qu'ils ne pourront jamais être ensemble, ils ont trop 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 de choses qui les opposent, et en même temps, progressivement, tout doucement, ils se rapprochent. Et on en vient à savourer le moindre tout petit compliment, le moindre moment où Damen se met à admirer Laurent, ou inversement où Laurent reconnaît la valeur de Damen, le moindre tout petit contact physique, on est oh, ça arrive, et ça c'est vraiment très bien. Voilà, moi je pense que finalement ce que j'aime, c'est vraiment ce côté slow burn. Je pense que ça ne convient pas à tout le monde. Je pense que certains veulent à un moment donné qu'il se passe quelque chose de physique. Mais moi, en fait, j'ai trouvé qu'il se passait beaucoup de choses. Mais justement, c'était là. Et ça, c'est extraordinaire. À chaque instant où on les voit évoluer, se rapprocher, on voit les tout petits changements où Damen se dit « Tiens, maintenant il fait ça avec moi. Avant, il ne le faisait pas. » Où Laurent dit un compliment et puis après, il rajoute une vacherie horrible. Et j'ai adoré cette tension et honnêtement, j'aurais pu apprécier tout le tome 2 sans aucune scène de crac-crac. Il n'aurait pu rien se passer, que ça aurait été pareil. Alors évidemment, il y a quand même des horreurs, des scènes un peu olé olé. Je vous dis pas avec qui, je vous dis pas avec quoi. Il y a le retour de ce personnage que je déteste, qui est Erasmus, qui est ce jeune esclave tombé amoureux de son maître et qui désormais est très très content et vit sa plus belle vie en disant finalement être esclave ça m'a permis de me rapprocher de celui que j'aime ouais mais je ne peux vraiment que vous le conseiller et j'ai hâte de finir ce tome 3, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Je pense à une peut-être fin douce amère parce que je vois toujours pas comment c'est possible. Il y a trop de choses que l'un et l'autre ne peuvent pardonner à l'un et l'autre. Je n'arrive pas à imaginer. Je n'arrive pas à imaginer. Et en même temps... Donc, c'est vraiment une très 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 bonne lecture de ce mois-ci que je recommande vivement. Alors que si vous regardez ma dernière vidéo quand j'ai lu le tome 1, je ne le recommandais pas vivement. Il y a toujours des choses qui sont problématiques. Il y a toujours des choses pour moi qui posent problème. Et je pense que Paka a mal été guidé, j'allais dire, par sa maison d'édition. Ou en tout cas, elle n'a pas eu les bons conseils. Parce qu'il y a vraiment un problème avec la partie 1. En tout cas, le tome 1. Pour moi, le tome 1, il y a vraiment, vraiment un gros souci qu'on ne retrouve clairement pas, ou en tout cas beaucoup moins dans ce tome 2. J'insiste sur ce point. Pour moi, ce tome 2, si vous aimez les relations lentes, progressives, si vous aimez être dans la tête d'un seul personnage et de le voir tout doucement s'interroger, se poser des questions, se rapprocher, lisez Prince Captif. Voilà. Je ne pensais pas dire un jour cela. Mais tout arrive. Qui sait ? Peut-être qu'après je vais vous conseiller Perséphone et Hadès tome 2. Sait-on jamais ? La vidéo commence déjà à être beaucoup trop longue. Donc je vous rajoute une lecture, mais alors très très vite. J'ai lu aussi Capitale du Nord, tome 3. Ça y est, j'ai fini la trilogie. J'ai trouvé ça sympa, mais pas extraordinaire. J'ai aimé la fin, j'ai trouvé... Pour moi, c'est resté dans la même vibe. Je suis passé un petit peu à côté de cette trilogie-là, je suis désolé. Donc je vais pas vous faire 15 minutes de « j'ai détesté ci, j'ai pas aimé ça ». Je préfère rester sur une note positive. J'ai adoré Prince Captif. J'ai aussi commencé à lire Dune, Les Enfants de Dune, et gros coup de cœur là aussi qui commence. Vraiment, quand je commence à ouvrir Dune, j'ai la musique des Feux de l'amour qui débute, et moi j'adore ça. Chaque personnage, ils sont là dans son coin, en train de parler, seul avec un verre à la fenêtre, en train de se dire je me demande ce que prépare Dame Jessica. Et de l'autre côté, dans la pièce suivante, il y a le baron Harkonnen est vraiment quelqu'un de maléfique. Je dois tout faire pour l'arrêter. Et moi, j'adore ça, donc je suis vraiment dedans. J'ai aussi commencé Hunger Games et j'ai arrêté.
Et j'ai arrêté parce que, à un moment donné, j'ai culpabilisé. Parce que il parlait de Plutarque régulièrement. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attendez, Plutarque, ça me dit quelque chose. Et quand j'ai réalisé que Plutarque, c'était un personnage de la première trilogie, je me suis dit, mais Trouillet, mais en fait, t'es en train de passer mais complètement à côté du roman. Il y avait trop de références, je trouve, à avoir que je n'avais pas. Et moi, j'ai trouvé, en tout cas que sur ces 100 premières pages, qu'il faut vraiment connaître la saga pour apprécier ce tome-là. En tout cas, pour l'apprécier à sa juste valeur. J'ai trouvé que c'était pas forcément un tome pour les nouveaux lecteurs. Et donc, j'ai préféré me dire, écoute Trouillet, on met une pause là-dessus, on relit la trilogie, on se remet en tête un peu tous les personnages, les trucs, etc. Et après, on redémarre à nouveau le tome 5. Vous me direz, vous l'avez lu, ce que vous en pensez, si je me trompe, si c'était un peu la bonne intuition. Mais moi, j'ai trouvé que on passait vraiment à côté si on n'avait pas en tête un certain nombre de choses sur les différents personnages. Voilà. C'est mon avis, peut-être que j'ai tort, peut-être que je reprendrai finalement, je ne sais pas si j'aurai le courage, mais on verra bien. Voilà, donc si vous avez bien compté, ça me fait 6 tomes lus ce mois-ci, c'est extraordinaire, et j'en ai débuté 2 quand même. Les Enfants de Dune, je suis en train de lire à toute vitesse, franchement, je n'en reviens pas, je m'impressionne, je suis trop fier de moi. Voilà, dites-moi vous aussi dans les commentaires ce que vous avez réussi à lire, ce que vous avez lu, si on a des lectures communes, si on a des avis communs, si on a des avis pas communs. Voilà. Vous avez vu aussi que j'ai commencé enfin à faire mes bêtises sur TikTok et Instagram. N'hésitez pas si vous voulez aussi me suivre là-bas. C'est un peu une ambiance différente. Vraiment, j'essaye de m'entraîner à faire des choses différentes. Le but, c'est que ça se complète. YouTube, ça va être mon lieu où je vais faire vraiment mes critiques plus longues, plus précises, où on échange sur les livres et le cœur des livres. Instagram et TikTok, je pense que ça va plutôt être de l'échange rapide et de l'amusement. Voilà. Donc rien ne vous oblige. Les deux, pour moi, se complètent, sont complémentaires. Mais c'est un peu comme... comment dire comme RuPaul Drag Race et Untucked. Untucked, c'est le moment où les queens débattent un petit peu à l'écart et c'est pas exactement l'épisode. Et ben voilà, si vous ne regardez que la chaîne, vous n'avez qu'une partie de ce qui se passe réellement dans mon monde. Des fois, je me fatigue rien qu'à m'écouter. Allez, il est temps parce que là, j'ai faim et il faut que je monte tout ça. Donc, plus c'est long, plus c'est affreux. Donc, je vous embrasse, je vous remercie, je vous félicite encore et je vous dis à très bientôt pour un débriefing. Au revoir tout le monde, bye bye.